Bonjour, à ceux qui sont effectivement, connectés. Bienvenue sur ce webinaire. On va commencer dans quelques secondes. On a encore quelques inscrits qui vont nous rejoindre. Donc je vous propose, juste en attendant de démarrer l'événement, je vous propose juste, de dérouler quelques secondes de cette présentation vidéo. Puis on débutera effectivement cet événement qui est présenté sous un format de 45 minutes avec globalement 3 parties. La présentation donc du cabinet Dune, représenté par Noémie Bergès, qui est en ligne. Ensuite, on aura une présentation de la partie LogVault au niveau de la solution et un échange au niveau questions-réponses. Voilà pour l'agenda. Je vous propose de commencer. Donc, à nouveau, bienvenue à ceux qui nous ont rejoints sur ce webinaire Log et conformité que nous organisons avec le cabinet d'avocats Dune, spécialisé sur la donnée numérique, de manière générale, sur le numérique et les données. Petit tour d'écran rapide. Donc, de mon côté, donc Alexandre Genetti, Société Zenetti. Je suis accompagné donc de Nicolas Navarrete. Et nous avons effectivement Noémie Berger, qui est l'intervenante côté Dune, à laquelle je vais laisser la parole pour démarrer ce webinaire sur cette partie conformité juridique et comment qualifier aujourd'hui cette donnée, ce log, cette data qui est essentielle dans nos systèmes d'information d'un point de vue effectivement conformité juridique. Noémie, je vous laisse la parole. Merci Alexandre, bonjour à tous et à toutes. Donc effectivement, moi je vais aborder le sujet des logs sous sa dimension juridique, pour aborder à la fois la réglementation, les bonnes pratiques, en vue de concilier à la fois, la sécurité informatique et la conformité réglementaire. L'objectif donc ce sera de comprendre pourquoi, comment, et pendant combien de temps, nous devons journaliser, eh bien, toutes les activités. À la fois en respectant le règlement général sur la protection des données, le RGPD, mais également la loi informatique et liberté, qui est applicable en France, et puis les réglementations sectorielles, qui trouvent également à s'appliquer. C'est vrai qu'en 2026, les logs, c'est un socle sur lequel on ne peut pas se passer, à la fois sur le plan de la cybersécurité, mais aussi de la conformité. Et donc on voit bien qu'aujourd'hui, il y a, une véritable, volonté de faire appliquer des règles et également, ces règles, elles permettent à la fois de sécuriser, mais aussi, il y a un objectif aussi qui est celui du respect de la vie privée, de la transparence et donc il faut trouver un équilibre, entre ces différents, aspects. Avant d'entrer dans le cœur de la réglementation, l'idée en fait, ce sera de vous présenter aussi ce que c'est les logs. Il faut savoir qu'il n'y a pas de définition juridique, des logs. En réalité, le log, sur un plan juridique, on le voit sous la forme plutôt opérationnelle, qui est une trace informatique qui va être enregistrée automatiquement, par un système et donc ça va permettre de savoir, eh bien, qui a fait quoi, quand et comment.
Et donc ces traces, elles vont avoir un véritable intérêt pour à la fois détecter, analyser un incident de sécurité, par exemple, mais également, répondre à des obligations de preuve et on le verra, c'est vrai que le log a un enjeu probatoire assez important, mais aussi, gérer, surveiller des systèmes d'information ou encore, bah, démontrer sa conformité puisqu'aujourd'hui il y a des obligations, liées à la conservation des logs. Donc c'est vrai véritablement un traçage des accès et des actions et pourquoi la réglementation est assez large? Parce que ces logs, ils peuvent contenir dans la majorité des cas, des données personnelles et donc on va voir appliquer en fait le RGPD, à ce mécanisme et donc il va falloir, concilier en fait les différentes lois qui peuvent un petit peu se superposer. Donc il y a des enjeux qui sont, multiples, hein, sur les logs. On a des enjeux de sécurité, parce que ça permet de reconstituer l'origine d'incidents informatiques. On va avoir des enjeux aussi, de conformité, hein, comme je le disais, puisque, des règles sont imposées, mais également des enjeux de responsabilité. On peut, grâce au log, identifier, l'auteur, d'une infraction, donc en termes de responsabilité, qu'elle soit d'ailleurs civile ou pénale, l'enjeu des logs, on le retrouve, de manière très régulière et on peut voir d'ailleurs que parfois les entreprises sont contactées par des OPJ pour des réquisitions judiciaires et donc dans ce cadre-là, ben, on va demander la communication de log donc l'enjeu il est pas, il est vraiment pas du tout, heu, sur une seule et même, une seule et même un même volet du droit, mais plutôt, de manière très large et il est très transversal. On le retrouve d'ailleurs aussi dans le droit du travail aujourd'hui. C'est vrai que les logs peuvent être aussi utilisés comme un moyen de contrôle, donc c'est véritablement aussi, un enjeu interne, et un enjeu, externe. Et c'est vrai que sur l'aspect, du log en tant que tel, on a à la fois un volet juridique, un volet informatique. Donc dans les entreprises, ce qu'on voit, hein, c'est que, souvent quand le sujet des logs est abordé, bah, il va intéresser énormément l'IT forcément, mais aussi, les directions juridiques parce que, bah, forcément elles ont aussi ce rôle, dans le cadre du RGPD de mettre en œuvre, la conformité et la documentation d'accountability et donc dans ce cadre-là, c'est vrai qu'on a, ces 2 grands services qui vont travailler ensemble et conjointement. Donc pour présenter rapidement le cadre juridique, on a véritablement, un grand on va dire un grand volet, de droit qui s'applique, c'est le RGPD, parce que, évidemment, le RGPD va poser un grand nombre de principes clés. Je rappelle ce règlement, il est d'application, depuis 2018. C'est un règlement européen et il prévoit donc plusieurs principes, notamment sur, le traitement des données personnelles et donc d'où traitement des données personnelles, journalisation des logs, puisque la journalisation des logs est un traitement de données personnelles, donc la collecte, et donc ce qu'il impose, ce sont des principes un peu clés, notamment, le principe de finalité, et de minimisation. Donc la finalité, c'est quoi? C'est de dire, bah, en fait, quand on décide de collecter des logs, il faut définir, en fait, une finalité, un objectif, qui doit être clairement déterminé et la minimisation, c'est de dire, bah, quand on met en place des logs, il faut s'assurer qu'on ne collecte que ce qui est nécessaire. Donc ça, c'est vraiment l'un des principes, moteurs. Ensuite, on a la licéité du traitement, parce que comme j'ai expliqué, la journalisation des logs, c'est un traitement de données personnelles, donc il faut identifier une base légale et dans le RGPD, il y en a 6 différentes. Donc celle dont on va le plus parler, ça va être les intérêts légitimes ou le consentement. On a cette notion aussi de transparence puisque, les personnes concernées, donc dont les données peuvent être diffusées via les logs, eh bien doivent être informées, donc on verra comment le faire. Et puis il y a le sujet de la conservation, combien de temps on doit conserver ces logs? Est-ce qu'on doit les archiver? Il y a tout un sujet là-dessus. Et puis, bah, toujours fait aussi, en principe clé, la sécurité, parce que c'est toujours effectivement des sujets, sur les logs qui sont, indispensables, d'assurer l'intégrité, l'horodatage, la signature donc, de ces logs. Et pour ça, on a la CNIL qui a publié un grand nombre de référentiels. Donc c'est vrai que ça peut être une aide aussi assez intéressante d'aller consulter les référentiels de la CNIL. Aujourd'hui, on a aussi, bah, il y a la loi informatique et liberté, hein, effectivement, qui encadre aussi,
ces traitements. Mais c'est vrai qu'on voit aussi apparaître, et c'est là toute la difficulté, des nouvelles, en fait, sources de droit, notamment, bon, NIS 2 qui est, en cours de transposition, mais dont on commence déjà à préparer beaucoup la mise en place, qui prévoit aussi, bah, des obligations en termes de cybersécurité avec des mesures minimales. Donc toutes les entreprises ne sont pas forcément concernées, mais il y a des voilà, il y a des règles à respecter, il y a des obligations de journalisation des événements de sécurité. Donc, c'est des réglementations qui sont quand même assez denses à mettre en place dans les entreprises. On a aussi DORA, donc DORA qui est spécifique au secteur financier et aux acteurs financiers, et qui lui aussi prévoit en fait, des obligations en termes de, gestion des risques, et donc forcément, bah, ça implique la détection, des activités anormales, des des mises en place de journalisation de traces, pour, permettre des audits, et donc là, bah, évidemment les logs aussi jouent un rôle, indispensable, hein, pour la détection des fraudes. Donc voilà, on a vraiment, et dans le domaine militaire, il y a aussi, des lois qui s'appliquent, et pour ça, c'est vrai qu'on a aussi, de nombreux guides de l'ANSSI qui permettent un petit peu de mettre en œuvre, les mesures, et c'est pas toujours évident, il faut vraiment le voir un peu comme 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 on le fait pour le RGPD, c'est vraiment, une façon de déployer des plans, mettre en place, des moyens, et ça se fait pas évidemment du jour au lendemain, hein. C'est tout un process à mettre en place, hem, dans l'objectif de parvenir évidemment à une conformité, parce que c'est ça toujours l'objet, d'être toujours conforme, et donc ça implique, c'est en plus un travail qui est assez régulier, qui doit être mis à jour. Donc quelques principes pour prévoir une conformité, sur la journalisation des logs. La première chose, c'est toujours, bah, collecter, minimiser. Ça, c'est un point qui est important. C'est ce qu'on disait au début, hein, c'est toujours déterminer quelles actions vont être tracées, et identifier en fait, bah, pourquoi on fait cette action, pourquoi on va la tracer, et documenter. Donc ça, on le verra, ça fait aussi partie des grands principes qui permettent une conformité, c'est la documentation. Quand on a la possibilité de mettre en œuvre des moyens pour, pseudonymiser ou hacher, les identifiants personnels, bah, c'est évidemment, à privilégier lorsque cela est possible, parce que ça permet, bah, encore une fois, de, permettre la sécurisation des données, éviter des problèmes en cas de fuite, éviter de collecter des données sensibles via les logs. Ça, c'est aussi un point, évidemment important, sauf s'il y a une obligation légale de le faire, mais c'est vrai qu'en majorité des cas, il n'y a pas de besoin de collecter des données sensibles. Consigné dans le registre de traitement. Donc là, c'est vrai que ça fait partie de la conformité RGPD. On doit tenir en tant qu'entreprise un registre de traitement de données, et donc ça veut dire qu'il faut créer une fiche dédiée, à la journalisation des logs, et dans laquelle on va, expliquer, quels sont les moyens qui sont mis en place, les durées de conservation, et aussi, bah, la base légale sur laquelle on se fonde. Donc on le verra, ça peut être l'intérêt légitime, ça peut être le consentement. Et donc voilà, déjà cette première étape de collecte, elle permet quand même d'assurer un premier grade de conformité. Ensuite, il y a la sécurisation et le contrôle des accès, qui est aussi, important, parce qu'évidemment, bah, on ne peut pas permettre à n'importe qui d'accéder aux logs. Donc dans les entreprises, ça veut dire mettre en place, un système, une politique de droit d'accès. Donc ça, c'est important. Il faut aussi documenter, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec le registre, hein. On doit documenter, à la fois en interne, donc via le registre, mais aussi vis-à-vis des vis-à-vis des personnes concernées par le biais d'informations. Donc il va falloir en fait mettre en place, des soit dans une charte informatique, soit dans une notice ou dans un support interne, mais en tout cas, il faut qu'il y ait une information des personnes concernées. Et donc ça, c'est vraiment, des points sur lesquels nous, on travaille en tant qu'avocats, hein. Évidemment, on participe sur les sujets rédactionnels, mais il faut être vigilant, sur la manière dont on informe, les personnes sur l'usage de la journalisation des logs. Et puis, on le voit parce que, par exemple, en droit du travail, il peut y avoir des sujets. On a eu des cas de, notamment un arrêt récent de la Cour de cassation sur le fait que, la personne on n'avait pas recueilli son consentement, et donc il n'y avait pas eu d'information sur, la collecte de ces données personnelles via des logs, et ça peut avoir une incidence sur un licenciement
notamment. Le sujet, il est, de documentation, il est assez fort aussi à mettre en place. Et puis il y a le sujet aussi qui est très, très fort, hein, quand on parle de journalisation des logs, ça va être les durées de conservation, ce qui est pas toujours évident non plus à déterminer parce qu'en fait, la réglementation sur les durées de conservation, elle est assez large et en fait, par exemple, la CNIL va faire des recommandations de conservation qui sont quand même très courtes, c'est-à-dire on parle de 6 mois à 1 an. Dans certains cas, on peut aller jusqu'à 3 ans, mais c'est vrai que sur les durées de conservation des logs, on doit vraiment mettre en œuvre, des politiques très courtes, et en fonction, en fait, de l'objectif de pourquoi on collecte les logs. Et donc pour ça, ben, il faut faire un audit, hein, de savoir un peu ce qu'on fait, c'est un peu comme ça la démarche à suivre, c'est qu'on fait l'audit et puis on voit ensuite, on essaie de mettre en place, bah, les règles, les limitations. Évidemment, les durées de conservation sans les suppressions, elles n'ont pas de sens, donc il faut prévoir, des purges et là aussi, pour les entreprises, bah, c'est un travail, quand même assez important aussi, des purges automatiques et dans certains cas, il faut prévoir des archivages. Donc ça, c'est pour certains secteurs et c'est vrai que là aussi, en fait, ben, ça veut dire, mettre en œuvre des moyens d'archivage, s'assurer qu'il y a pas d'accès. Il faut prévoir, voilà, c'est encore un autre niveau, mais en tout cas, ce qu'on peut voir, c'est que c'est voilà, en pratique, c'est vraiment les points sur lesquels les entreprises, travaillent le maximum. Hem et la mise en œuvre de tous ces grands principes, bah, elle se fait au fur et à mesure, hein. Comme je disais, c'est un travail, c'est vraiment un projet, qui se planifie dans le temps, et qui en plus nécessite d'être toujours réactif et toujours, une fois qu'on a mis en place les bases en fait de pas oublier en fait de faire le suivi parce qu'en réalité, heu le système informatique, l'environnement va évoluer, outre que la réglementation évolue aussi et donc ce qui signifie qu'une conformité à un instant T ne le sera pas forcément à un autre instant. Donc il faut toujours, penser aussi à se challenger et à prévoir en fait, à un moment de revenir, sur ce qui a été fait pour s'assurer que c'est toujours, ça répond toujours en fait aux exigences et aux besoins. Et donc, pour, hem pour en terminer sur les réglementations, une petite checklist et des conseils un petit peu pour gérer, les sujets de journalisation des logs. Et donc la mise en place souvent de la conformité, elle se fait via un premier audit, hein. Ça c'est l'étape, indispensable, faire un audit de l'existant, pour déjà voir, ce qui est mis en œuvre, ce qui peut être corrigé et en fait avoir une connaissance de ce qui est fait en interne. Et donc pour ça, bah, ça va permettre en fait de structurer et de déterminer la bonne qualité des logs. Heu, Ensuite ça va permettre de retravailler sur les finalités, de s'assurer qu'en fait, bah, toutes les traces qui sont conservées, elles le sont pour des finalités qui sont précises, qui sont justifiées. Donc il faut les revoir quand même de manière assez régulière parce qu'il peut y avoir une évolution, hein, comme je disais. On peut aussi avoir un intérêt à mettre en place, l'exploitation et l'analyse des logs parce qu'en fait finalement, bah, conserver, des logs, sans raison, ça n'a pas d'intérêt. Mais en réalité, c'est vrai que ces logs, ils peuvent apporter aussi des informations. Donc c'est, des informations qui peuvent à la fois couvrir la cybersécurité, qui peuvent couvrir, un certain nombre d'intérêts aussi pour les entreprises. Donc il faut pouvoir aussi les exploiter, les analyser, et donc il y a des outils qui permettent de le faire. Ça permet de détecter les anomalies aussi, de gérer des alertes, donc c'est vrai que c'est pas négligeable. L'autre point aussi qui est important, c'est que, bah, une fois qu'on a déterminé, la finalité et qu'on sait pourquoi on en a besoin, bah, c'est de déterminer les durées. Hem, c'est de se dire, ben, il faut mettre en œuvre, des durées de conservation qui sont adaptées, qui sont aussi, légales. Donc ça se fait au cas par cas suivant, en fait, suivant chaque traitement qui est fait. Et puis, quand elles ne sont plus utiles, bah, il faut les supprimer, tout en ayant en tête que de toute façon, ces logs ne pourraient être conservés que dans une durée très courte, puisqu'on parle de mois, et dans des cas très extrêmes d'années, mais vraiment, de toute façon, au-delà de 3 ans, c'est très compliqué. Et puis il y a le sujet de la sécurité aussi qui doit être mis en œuvre, trouver les bons outils, les moyens pour, sécuriser ces accès, sécuriser à la fois le contenu et le contenant.
Donc ça, c'est aussi, un point important et puis la sensibilisation, ça peut paraître, voilà, un peu accessoire, mais dans les règlements comme le RGPD, la sensibilisation, c'est un point clé et c'est vrai que nous, on le voit chez certains de nos clients qui se font beaucoup auditer. Alors c'est vrai que souvent la mise en œuvre de la documentation interne et cetera, elle peut être faite. La sensibilisation, c'est toujours, plus difficile à démontrer. Donc comment démontrer qu'on a sensibilisé son personnel? Bah, c'est par le biais de formation, c'est par le biais de newsletters, c'est par le biais d'actions, régulières et voilà, il faut les mettre en place. Donc ça c'est un point important et donc tout ça impose un peu la mise en œuvre, en fait, d'une véritable gouvernance, hein, un peu comme sur le pour moi, c'est vraiment le même pan que les données personnelles et il faut vraiment traiter le sujet, de la même manière. On fait sa conformité RGPD, ça inclut les données personnelles, ça inclura les logs et de toute façon, c'est vrai que dans le cadre d'audit, c'est souvent, ça n'est voilà, c'est le sujet des traces, moi, c'est souvent, un point que j'ai pu relever parce que ça fait partie des questions qui sont posées, et c'est vrai qu'aujourd'hui, les données personnelles sont un point, important, mais le la trace informatique, elle l'est aussi, et elle le sera de plus en plus. Donc c'est vrai que, voilà, trouver des outils qui peuvent accompagner, les entreprises, pour s'aider, c'est toujours un plus et puis, et je le rappelle parce que c'est vrai que, aujourd'hui il y a pas énormément de décisions de justice, mais on en a quand même quelques-unes. La CNIL avait condamné, il me semble en 2024, si je dis pas de bêtises, une société qui s'appelle SlimPay, pour ne pas avoir mis en place de mécanisme de journalisation des logs. Et donc l'amende a été d'une hauteur de 180 000 € avec la publication sur le site de la CNIL. Donc c'est vrai que ne pas traiter le sujet, aujourd'hui, je pense que maintenant, c'est vrai que, rares sont, je pense, les sociétés qui n'ont pas, traité le sujet mais la question, c'est est-ce qu'elles l'ont traité à 100 Mais en tout cas, c'est vrai que c'est un sujet d'envergure, et qui, je pense, le sera de plus en plus. Et donc, comme je vous disais, c'est vrai que les outils peuvent être utiles et c'est pour ça que je vais laisser la main, à Alexandre et Nicolas pour qu'ils vous présentent, eh bien, Logvolt. Merci à tous et puis, bah, s'il y a des questions, j'y répondrai évidemment avec plaisir à la fin, du webinaire. Merci Noémie pour cette première partie qui était intéressante. Donc, on fera suivre aussi les supports avec les coordonnées si vous avez effectivement besoin après de compléments d'informations. Comme vient de le dire Noémie, n'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez d'ores et déjà sur l'interface. On les reprendra dans la troisième partie de ce webinaire. Donc, l'objectif maintenant, c'est pour nous de vous présenter rapidement, donc maintenant qu'on a parlé des logs, c'est de vous présenter la plateforme LogVault, qui est une plateforme en fait de centralisation d'archivage et d'indexation de logs que Zenetis donc, met en œuvre. Alors, Zenetis, son métier historique, c'est de faire du maintien en conditions opérationnelles des infrastructures réseau et sécurité. De nos premières préconisations quand on a un contact avec un partenaire ou un client, c'est vraiment de se focaliser sur ces fameuses données de log, d'où effectivement cette présentation conjointe d'aujourd'hui, parce que toute la source de l'information est contenue effectivement dans les logs. Donc les logs sont une source essentielle pour nous sur l'activité métier de MCO, euh, pour effectivement avoir l'information, faire de la prévention, on le verra tout à l'heure, on a quelques cas d'usage. Et puis, il y a ces aspects effectivement de conformité qui sont de plus en plus prégnants en France, en Europe, hein, qui nous protègent aussi, qui protègent aussi les collaborateurs des organisations. Donc voilà, donc il y a un sujet qui est assez vaste sur cette donnée de log, qui est encore une fois toute la base de l'informatique, enfin, toute la base aujourd'hui des échanges informatiques et qui permet d'aller effectivement assez loin. On parlait de sensibilisation. Bon, juste en termes de sensibilisation, nous, on fait partie aussi Zenetis d'un GIP qui s'appelle cybermayence.gouv.fr. Donc, notre objectif, c'est aussi de sensibiliser, hein, dans les premières préconisations. Donc, ce GIP est un GIP qui allie quelques agences du gouvernement, notamment l'ANSSI, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, les services du Premier ministre et puis d'autres entités effectivement publiques et quelques privées.
L'objet étant, notamment dans les démarches et dans les préconisations de l'ANSSI, les premières préconisations d'un parcours de sécurité, c'est effectivement de centraliser ces logs. Donc, c'est ce dont on va parler avec la solution LogVault, encore une fois, qu'on présente aujourd'hui, nous, dans sa version hébergée, mais on peut tout à fait, effectivement, et on accompagne nos clients dans des versions de déploiement aussi on-prem de ce type de solution. Donc, on va parler d'un service qui a pour vocation de faire principalement de l'archivage de l'ensemble des logs, de l'ensemble des données de log. Donc, on est vraiment agnostique, hein, comme le reprendra tout à l'heure Nicolas dans la présentation. L'objectif, c'est de sanctuariser finalement ces logs en garantissant des mécanismes aussi de redatage, de signature, pour en garantir l'intégrité. Donc, l'intégrité pour différents cas d'usage, mais les principales fonctionnalités qu'on présente aujourd'hui, elles sont simples, elles ne se veulent pas. On n'est pas dans une solution qui couvre un spectre de fonctionnalités trop importante. L'objectif, c'est de se focaliser. On centralise, on archive et on permet aussi, avec notre savoir-faire, d'indexer les logs pour pouvoir fournir aussi des tableaux de bord qui sont des tableaux de bord finalement à la fois techniques mais aussi métiers à travers cette interface qui est une plateforme qui a pour une vocation d'être hébergée, d'être constamment à jour et de fournir effectivement ce service, encore une fois, comme le présentera rapidement Nicolas. Donc, les principales fonctionnalités, j'en ai parlé, donc centralisation, indexation, consultation, la possibilité aussi de télécharger ces logs ou alors de les envoyer vers un système de sécurité comme un SIEM, par exemple, qui permet de pouvoir analyser un peu plus en profondeur et en détail les événements de sécurité. Dans les principaux cas d'usage que nous avons, nous, identifiés, ça a été évoqué aussi, donc les logs permettent au quotidien de faire du diagnostic, de l'analyse de ce qui se passe, donc d'être aussi dans des phases d'analyse, mais aussi de proactivité. Donc c'est un point, encore une fois, important. Quand on parle de supervision et de monitoring, on parle aussi forcément de données de log. Donc c'est un cas d'usage qui est dans nos métiers de mainteneur d'infrastructures effectivement importants. On parle forcément de sécurité, je vous l'ai évoqué, parce qu'encore une fois, tous ces logs peuvent être aussi mis en correspondance avec des outils tiers d'analyse un peu plus avancés. Toute la partie donc, conformité juridique dont Noémie nous a parlé précédemment. Et puis, tout un aspect aussi d'analyse, plus d'analytique, ce fameux data mining dont on parle depuis 15 ans maintenant. Les logs en font partie parce qu'on est capable effectivement de sortir, encore une fois, des indicateurs, des tableaux de bord à partir de ces données. Alors maintenant que je vous ai dit ça, je vais laisser de manière beaucoup plus concrète Nicolas vous présenter la solution LogVault. Je vais juste partager rapidement voilà, le principe de fonctionnement de LogVault. Et je lui laisse la main, Nicolas, si tu veux présenter. Ouais, très bien, bonjour. Alors, comment fonctionne LogVault? Vous avez des équipements chez vous, ou des applications qui émettent des logs. Le but, c'est qu'on vous fournisse une VM ou si vous avez un serveur physique, un relais pour récupérer ces logs et les renvoyer vers notre plateforme LogVault de manière sécurisée. On peut récupérer tout type de logs sur tout type d'OS. On n'a pas de problème là-dessus, du moment qu'ils savent émettre les logs. Une fois qu'il arrive sur le relais chez vous, il est renvoyé de manière chiffrée vers votre plateforme LogVault, qui est unique. Chaque client a des serveurs dédiés pour avoir une garantie de sécurité et qu'il n'y ait pas de confusion entre nos différents clients. Une fois qu'il arrive sur notre plateforme, le log il est automatiquement et immédiatement archivé pour que vous puissiez après le récupérer si vous voulez ou si voilà, pour pouvoir le récupérer. Et si besoin, il est indexé dans une base élastique qui va vous permettre après d'avoir des tableaux de bord. Donc, je vais vous présenter un peu l'interface maintenant de LogVault.
Donc, comme vous le disiez, Nicolas, on est à la fois, enfin, ça c'est un mécanisme qui se déroule, qui est effectivement associé aussi à des mécanismes d'authentification et d'hébergement. On est sur une infrastructure qui est aujourd'hui complètement hébergée en France. Donc, ça c'est dans le cadre effectivement de la continuité, de la conformité et du côté juridique. Et donc, c'est une infrastructure qui est hébergée chez enfin, dans plusieurs data centers en redondance et en résilience, mais on a fait un choix d'acteurs français pour cette partie hébergement. Donc, bien évidemment, sur le portail LogVault, il y a de la double authentification avec une application d'authentification classique. Une fois qu'on arrive sur la partie archivage. Donc là, ça vous présente un peu vos différents serveurs avec les différentes tailles de logs que vous avez pu avoir par serveur. Et les différents volumes reçus soit à la journée, soit on peut passer au mois, soit on peut passer au trimestre suivant les périodes qu'on souhaite regarder. Il faut savoir qu'on peut récupérer les logs aussi très facilement dans cette partie-là. Vous avez la main pour le faire, vous n'êtes pas obligé de contacter un support ou d'avoir des frais là-dessus. Il suffit de cliquer sur l'heure désirée et sur la machine concernée. Et là, on vous propose directement de récupérer le log si vous en avez besoin, soit pour l'analyser chez vous en interne, soit pour le donner à un tiers qui en aurait besoin. Donc ça, c'est la première partie, c'est vraiment la partie archivage. Et tous les clients ont au moins cette partie. Après, on va passer à la partie indexation, où là, on va avoir des dashboards de chaque log. Donc, par défaut, on fournit les dashboards de toutes les technologies qu'on connaît avec notre expérience ou qu'on a pu voir. Et ça, c'est fourni directement. Et si vous avez besoin de spécifiques, ça, c'est aussi possible. Il suffit conjointement qu'on voie vos besoins pour qu'on vous réalise votre dashboard. Là, on va prendre un dashboard sur des logs, on va dire simple entre guillemets, parce que nous, on connaît bien ce type de log. C'est sur un reverse proxy. Donc là, on va pouvoir très facilement essayer d'analyser les erreurs qu'il y aurait eu ou voir s'il y a un changement de comportement sur une période donnée. Assez facilement, on peut voir que sur les dernières 24 heures, on peut voir sur le graphique assez facilement qu'il y a une période où il y a eu un problème. A priori, il y a eu des erreurs côté serveur hier. On peut zoomer très facilement et là, on va pouvoir remonter et essayer de comprendre ce qu'il en était de ces erreurs. Donc là, on est dans l'approche effectivement de diagnostic, donc on ne va pas trop creuser cette partie technique. Ce qu'il faut juste retenir, c'est qu'encore une fois, on peut avoir des tableaux de bord techniques comme des tableaux de bord beaucoup plus accessibles métier. Et c'est encore une fois cette donnée de log qui, dans son format brut, est plutôt est juste compréhensible, on va dire, par des gens qui l'utilisent de manière régulière. Mais on peut effectivement tout à fait mettre en œuvre n'importe quel type de restitution à partir de logs, de différents types de logs, notamment métiers. Voilà, c'est ce qu'il faut principalement retenir. En même temps, je jette un œil, on est déjà un petit peu, on a un petit peu dépassé le temps imparti. Donc, ce que je vous propose, c'est forcément, vous aurez des informations. Je vois qu'il y a quelques questions qui sont posées auxquelles on va prendre le temps de répondre. Et on vous communiquera de toute façon ces éléments et ces informations de présentation. Donc, on vous laisse revenir vers nous forcément avec vos questions et vos interrogations, et on pourra effectivement vous répondre. Alors, les questions Noémie, je ne sais pas si vous les voyez aussi dans le chat, sinon je vous les relais.
Oui, oui, tout à fait. Sur le sujet des recommandations liées aux durées de conservation des logs dans le secteur hospitalier, alors effectivement, c'est un peu tout le sujet, des réglementations. C'est que sur les durées de conservation des logs, il n'existe pas en fait dans la réglementation un principe et une durée, déterminée, ce qui serait beaucoup plus facile, mais en réalité compliqué à mettre en place, et donc ce qui fait qu'en fait, effectivement, il faut s'appuyer un peu sur des référentiels ou des recommandations. Donc là, à ma connaissance, effectivement, j'en identifie pas plus que celles qui sont accessibles sur le site de la CNIL ou de l'ANSSI, et sur 6 mois de journalisation, effectivement, ça me semble, une durée qui est, dans ce cadre. Alors après, ça dépend toujours encore une fois, hein, la finalité, mais dans ce cadre, effectivement, c'est des durées qui sont assez cohérentes sur ce que préconise aussi la CNIL. Il n'existe pas de décision, sur la conservation de logs. Alors on a déjà eu des décisions au plus large sur les données personnelles et les durées de conservation. Mais c'est vrai que sur les logs, à ma connaissance, je n'en connais pas. Donc après le sujet, ça va être en fait de se dire: «Bon, bah, on fixe une durée de conservation qui sera par exemple de 6 mois», et dans ce cadre-là, de documenter dans le cas d'un contrôle de la CNIL, de pouvoir en fait justifier en disant: «Bah, on a choisi 6 mois, on s'est fondé sur telle recommandation de l'ANSSI, et on justifie pourquoi on a besoin de conserver ces logs pendant 6 mois». Moi, c'est un peu ma préconisation, sur la détermination quand on fait une politique de durée de conservation, c'est toujours de pouvoir justifier en cas de contrôle pourquoi on a choisi 6 mois. Merci. Et pour répondre à la seconde question, c'est une question donc, concernant la volumétrie de log et les limitations. Donc on n'est pas, alors nous, notre métier initial, on est architecte, donc on déploie en fait, on déploie le nombre de machines en fonction de la volumétrie nécessaire. On déploie effectivement les instances et les machines, heu, en corrélation, de manière à garantir, l'évolution, alors ce qu'on appelle en termes techniques la scalabilité en fait des infrastructures. Donc ça, c'est vraiment notre métier d'architecte. Donc on n'est pas limité. On a déjà pas mal de use cases avec des volumes assez importants de logs. Voilà, donc non, ce n'est pas un frein. Il y a effectivement une étude à faire, effectivement, de volumétrie, une proposition d'architecture. Mais voilà. Et dans la phase de log vault, c'est pris en compte par la solution hébergée. Et pour répondre aussi à la question qui est posée après, on a la possibilité tout à fait d'installer donc cette plateforme de centralisation d'archivage de log et d'indexation dans sa forme aussi on-premise, avec une solution qui chez nous s'appelle Log Center, qui est la même solution, mais qui est installée donc en local, versus Logvault, qui est une solution SaaS. Je ne sais pas si, je regarde s'il y a d'autres questions. Alors, Ah une oui, une question question pour peut-être plutôt pour moi, ça, oui. Alexandre. Sur la présence d'une adresse IP d'internaute dans un log, est-ce qu'elle suffit à soumettre ce log aux obligations du RGPD? Oui, effectivement, en fait, l'adresse IP d'un internaute, est considérée maintenant de manière, très certaine, et je vais pas dire irréfragable, mais franchement presque, comme une donnée personnelle. Donc effectivement, à partir du moment où il y a une adresse IP dans un log, l'ensemble va être considéré comme une donnée personnelle soumise au RGPD, et donc toute la conformité qui s'y applique. C'est vrai que sur un plan très technique, en fait, le log qui peut apparaître comme une série de chiffres, le seul sujet, c'est qu'à partir du moment où un chiffre est identifiant, permet d'identifier directement ou même indirectement une personne physique, ben, ça répond à la définition très large de ce qu'est une donnée personnelle, et donc ça implique de respecter le RGPD.
D'où souvent le sujet de savoir, est-ce qu'on doit avoir le consentement des personnes pour collecter leur adresse IP et les traiter? Et c'est là où en fait va se re on revient un peu à la réglementation, à la conformité sur, il faut une base légale. Dans le RGPD, il existe 6 bases légales, dont le consentement, mais c'est pas la seule. Il y a aussi les intérêts légitimes et ce qui peuvent qui ou l'obligation légale, c'est-à-dire que si vous avez, une obligation légale qui vous impose, voilà, de mettre en œuvre une journalisation des logs pour, telle finalité, là effectivement vous n'avez pas besoin d'un consentement. Vous n'avez pas besoin de recueillir le consentement de la personne, dont le log serait enfin dont le par exemple l'adresse IP serait utilisée. En revanche, c'est vrai que si, vous ne pouvez pas à la fois démontrer qu'il y a une obligation légale ou les intérêts légitimes, c'est alors là ça implique un petit peu de faire une analyse, de la situation et de voir si on répond aux critères de l'intérêt légitime. Mais c'est vrai que on fonctionne après un petit peu on écarte en fait les bases légales qui ne sont pas applicables et restera celui du consentement. Donc celui du consentement, bah, il est beaucoup plus compliqué à obtenir puisqu'il faut un consentement éclairé. Donc ça veut dire, c'est véritablement, une action positive de la part de la personne dont les données seraient utilisées. Très bien. Alors je vois qu'il y a encore quelques il y a un double aspect, il y a un double Alexandre, vous voulez aspect. que je vous laisse, peut-être, commencer? Oui, enfin moi j'ai donc bon, il y a un aspect effectivement à un moment donné, technique, c'est-à-dire qu'à partir du moment où bon, les données de log sont à la fois, enfin, elles doivent être clairement identifiées dans le système d'information, donc qu'elles soient sur des sauvegardes ou qu'elles soient à un moment donné, stockées, dans une base de données. L'idée, c'est d'avoir ce déclaratif pour savoir effectivement où sont les logs. Et ça veut dire qu'il y a des durées aussi peut-être de rétention assez particulières, mais ça, c'est plus Noémie de votre côté maintenant. Oui, alors Sur les sauvegardes, parce ouais. que quid des sauvegardes immuables ou quid des sauvegardes effectivement de longue durée? Alors c'est vrai que sur le plan juridique, peut-être, il y a ça fait partie forcément des points à vérifier. À partir du moment où c'est stocké, en interne, bah, forcément il faut, s'assurer que la conformité est optimale. Si c'est, sauvegardé sur, une machine tierce, bah, là, il y a aussi ce sujet, hein, de s'assurer, qu'on choisit, un prestataire, qui est, conforme, qui, peut, héberger les données au sein de l'Union européenne. Voilà, ça fait partie un petit peu des points de vigilance. Et sur le sujet du stockage indéfini, là-dessus, en fait, c'est vraiment pas possible. C'est-à-dire que la réglementation impose une durée de conservation et donc, l'idée d'une conservation qui serait illimitée, ça entraîne un manquement à la réglementation et donc un risque de sanction. Donc c'est vrai qu'il y a une nécessité de faire le tri, de faire la purge, quand les données sont conservées, au-delà de la durée qui a été fixée. Voilà, j'espère avoir répondu, à la question. C'est un sujet qui est très intéressant parce qu'effectivement, cette notion de sauvegarde, je crois que dans toutes les infrastructures et tous les SI, il y a ce sujet effectivement de sauvegarde et je ne suis pas sûr qu'il y ait, la prise de conscience effectivement que, heu, cette, notion de purge et de suppression, effectivement par rapport à des durées de rétention, soit aussi associée à ces sauvegardes. Voilà, enfin de Non, c'est manière vrai, générale c'est en tout vrai. cas. Parce que forcément ce sont pas des ne des enfin, en tout cas des principes qui avaient été mis en place initialement, même si ça existait déjà, hein, le sujet de la minimisation et de la collecte dans le temps. Mais c'est vrai que, au fur et à mesure, en fait, de la réglementation et de sa construction, c'est devenu un point vraiment, de vigilance de la CNIL notamment. Et après, il y a aussi une réalité qui est la réalité opérationnelle, qui est, Mmh. c'est aussi beaucoup de temps
à investir, de mettre en place, des moyens techniques pour, soit automatiser des suppressions et donc forcément, c'est voilà, c'est très, pour les sociétés, c'est très chronophage et c'est très, compliqué. C'est vraiment des voilà, des projets qui sont, compliqués à mettre en place. Mais en revanche, en cas de contrôle, c'est vrai que la CNIL, enfin moi, j'ai déjà vu chez des clients, ça fait partie, des sujets qu'elle va étudier et pour lesquels elle peut émettre ensuite, des injonctions, donc c'est un sujet qui est pas voilà, qui est vraiment pas à négliger. Quitte Mmh. après à prévoir, sur le temps, hein, prévoir encore une fois, hein, prévoir un véritablement plan de remédiation, qui peut durer, plusieurs mois, plusieurs années parce que tout dépend de l'infrastructure, mais ça peut mettre du temps. Mais, OK, il y avait effectivement un point qui a été soulevé, par rapport à, par rapport à Logvault et à l'infrastructure. Dans Logvault, comme vous l'avez vu tout à l'heure, rapidement, comme vous l'a présenté, Nicolas, on a des sources en fait par source de serveur. Donc par source de serveur, on peut après appliquer des durées de rétention de ces logs, de manière effectivement, heu, de manière, programmée. Donc ça, c'est un point qui est intéressant pour le maintien. Après, dans les sauvegardes elles-mêmes, c'était ça un peu le sujet, sur lequel on va terminer, malheureusement, puisqu'on est dans le timing là du temps imparti pour ce webinaire. C'est plus compliqué effectivement dans ces parties sauvegarde parce qu'il faut faire le tri, et puis avoir des actions régulières. Écoutez, je vais remercier, Noémie, merci Merci. forcément pour l'intervention, Nicolas merci beaucoup aussi, aux Alexandre et participants Nicolas. d'avoir participé. On vous fera suivre effectivement ces supports. Encore une fois, on reste disponible pour les questions, à la fois d'un point de vue juridique et d'un point de vue technique. N'hésitez pas et on espère que ce webinaire vous aura éclairé sur cette partie log. Et on n'en est qu'au début, notamment dans notre environnement de plus en plus, on va dire, alimenté par l'intelligence artificielle, les LLM, ces données personnelles. Je pense qu'on a un vaste sujet qui a commencé il y a quelques années, mais qui commence vraiment à prendre corps de manière très réelle avec les réglementations aujourd'hui. Voilà, donc on vous fournira effectivement les supports et les différents contacts. Euh, Comme ça, il y aura effectivement de l'interaction. En tout cas, encore une fois, un grand merci à tout le monde et ben, au plaisir d'échanger. Noémie, encore une fois, merci. À Merci beaucoup, bientôt. merci à tous et bonne fin de journée. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir.